Je suis très, très heureux de vous accueillir pour cette table ronde, la dernière de ce forum et de ce dimanche avant les ateliers. Comme vous le voyez, c'est une table ronde qui va traiter de deux métiers qui vous intéressent particulièrement, le métier de médecin et de pharmacien. Il y a certainement parmi vous des étudiants, des élèves, des futurs bacheliers qui ont prévu dans leur projet post-bac, projet d'orientation, la possibilité d'aller vers soit le métier de pharmacien ou le métier de médecin, ou bien les métiers qui relèvent et les professions qui relèvent aujourd'hui du paramédical, qui sont, où nous allons le voir ensemble, très très intéressants, très prometteurs et qui constituent de très grandes opportunités pour les jeunes. Pour vous expliquer l'essentiel à retenir de ces deux métiers et pour apporter les réponses nécessaires à vos questions et pour vous donner aussi les conseils qui s'imposent pour vous aider à faire des choix réfléchis, des choix qui soient fondés sur une bonne analyse de ce parcours et des possibilités que vous avez, des opportunités qui s'offrent à vous. J'ai avec moi trois grandes personnalités par leur parcours, par leurs apports. J'ai d'abord une grande dame qui va vous étonner parce qu'elle a trois richesses à vous proposer. Elle est d'abord médecin, dentaire, ensuite professeur universitaire et aussi colonel, puisqu'elle exerce au niveau de la médecine militaire. Donc, avec Colonel Mdrili, nous avons déjà trois possibilités d'orientation. Elle va vous en parler tout à l'heure. À côté de cette grande dame, j'ai un grand monsieur qui fait un métier qui, moi, je suis agrégé de philosophie, je n'ai rien à voir avec, mais ce qui me passionne, c'est un virologue. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur cette extraordinaire richesse de la vie, mais qui se trouve à des niveaux de la vie microscopiques, mais qui font l'essentiel aussi de la vie. Donc c'est Dalil Nourlil, marhaba bik, merci pour votre présence et pour les conseils, les orientations que vous allez donner à ces jeunes. Nous avons aussi un grand monsieur qui est un ami des JVE, qui a toujours répondu présent, qui représente une magnifique pépinière et de très grandes possibilités à la fois de formation, de carrière et d'opportunités au niveau de tout ce qu'on appelle le paramédical. Il a été pour de très très longues années directeur de l'Institut de formation qui forme les infirmières et toutes les professions de la santé, ce que vous appelez le paramédical à Rabat. Il est aujourd'hui retraité. Donc c'est une mine d'informations. Il faut en profiter pour que vous puissiez savoir vers quelle possibilité de métier vous orienter. Nous allons... Merci beaucoup. Donc nous allons rapidement attaquer. Je les ai présentés. Ils vont répondre à une question de laquelle nous avons parlé tout à l'heure, très très importante, à laquelle il faut répondre avant de choisir l'un de ces métiers. Est-ce qu'il faut, colonel, pour être médecin, juste vouloir un métier ou vouloir être homme et humain? Est-ce qu'il y a cette patience, cette dimension humaine nécessaire dans ce choix? Ou bien est-elle facultative? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier le groupe scolaire El Bilia de m'avoir convié à cette conférence pour voir ces petites pousses, j'espère, seront un jour de grands arbres fleuris. Et je saisis cette opportunité pour vous dire que lorsque j'étais dans un lycée marocain, j'ai commencé ma carrière dans un lycée marocain,
Et j'ai dû faire des cours supplémentaires. Et c'était à El Bilia à l'époque. C'était une toute petite villa sur le boulevard Zeraoui. Et j'ai fait des cours supplémentaires pour préparer le bac. Et j'ai eu un bac avec mention très bien, grâce à cette école. Est-ce que pour faire un métier de la santé, est-ce qu'on a besoin d'être humain? Oui, c'est une qualité première. Si vous n'êtes pas humain, faites autre chose. La qualité humaine, parce que nous sommes en contact avec des patients, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des feuilles, ce ne sont pas un bureau, ce n'est pas un ordinateur, c'est une personne. Et quand on ne peut pas avoir de l'empathie, de la compassion, de l'amour envers l'autre, ce n'est pas la peine de choisir un métier médical. Merci. Je ne sais pas si on peut dire la même chose en virologie. J'aimerais bien effectivement que l'on voit l'association, parce qu'il y a forcément une part. Je la vois, mais je voudrais que vous puissiez l'expliquer à ces jeunes. Merci beaucoup, docteur. Okay. Bonjour à tous. À mon tour, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette importante journée. Comme l'a dit mon colonel Mdrari, l'approche humaine, c'est très important dans ce métier. Moi, j'ai commencé mes études médicales à Casablanca, mais j'avais une petite orientation vers la biologie, et particulièrement vers la virologie, parce qu'à l'époque de mes études médicales, tout ce qui est volet laboratoire, en particulier quelques techniques, n'était pas encore disponible, et on n'arrivait pas à avoir des diagnostics faute de l'existence de ces techniques. Donc, je me suis orienté grâce à l'appartenance à l'Institut Pasteur, avec son grand réseau, à pouvoir répondre à ce premier challenge, c'est de mettre à disposition des patients un moyen et un outil de diagnostic pour pouvoir répondre est-ce qu'il est atteint de tel ou tel virus. Et c'est très important pour la prise en charge thérapeutique. Donc ça, c'est rendre un service aux patients, même si on n'est pas directement impliqué et face au malade, mais à travers le médecin et ses prescriptions et le besoin qu'il a de donner un nom et une étiquette sur la pathologie et donc choisir le bon traitement, ça c'est un challenge qui est très important. Merci. Je sais qu'il n'y a aucun acte que les médecins pourraient faire si vous n'êtes pas là. Si ceux que vous formez ne préparent pas, n'accompagnent pas le geste, comment pourrait-on aussi lier tous les métiers que vous connaissez à cette dimension centrale dans le métier soit de pharmacien ou de médecin? C'est parti. Salam alaikum. À mon tour, je remercie le groupe Iliad de m'associer à cette belle conférence, à cet espace de partage et de communication. Je complète ce que vient de dire mon colonel et mon collègue. Un acte médical, une prescription médicale, un diagnostic, aide au diagnostic fait par le pharmacien ou le biologiste, il atterrit chez l'infirmière, bien chez la sage-femme, aussi le prestataire de soins. S'il n'est pas vraiment intégré dans la dimension humaine, dans la prise de conscience à cette pratique infirmière qu'il va réaliser, les résultats pour la guérison, pour une prise en charge appropriée de ce patient, ne seraient pas de règle. Donc le côté relationnel, parce que la sage-femme ou l'infirmier ou le professionnel de santé, il est au chevet du patient presque 80% du temps. Donc ce pourcentage de temps, s'il n'est pas chargé d'une relation humaine, d'une dimension de conscience professionnelle, l'acte lui-même, l'objectif de la thérapie ne sera pas réussi. Donc si vous choisissez un des métiers, des professions paramédicales, et vous n'avez pas cette tendance relationnelle, cette préoccupation humaine, vaut mieux s'orienter vers autre chose qui est moins, si vous voulez, d'espace dans la relation humaine. Merci. Merci.
Je reviens vers vous, colonel, parce qu'ils doivent se poser des questions. Comment peut-on être tout ça à la fois? Médecin, vous avez fait du dentaire, ensuite vous êtes professeur universitaire et colonel. Tabarakallah. Mais je voudrais que vous leur donniez envie de faire comme vous. Merci beaucoup, colonel. Ben, c'est un petit peu pour ça que je me suis mise en tenue. Je ne suis pas toujours en tenue militaire. Je me suis dit, si je peux attirer l'attention de quelques-uns d'entre vous pour servir ce pays qui nous est très cher, pour servir ce roi qui se plie en 40 pour servir son pays, ça serait bien. J'aurais peut-être mis une petite pierre dans ce qu'on fait pour ce pays-là. Donc d'abord, je suis animée par un amour de l'autre. Je suis animée par l'amour des hommes, en général. L'homme avec un grand H. Hommes et femmes. Et je suis aussi très touchée par le devoir que l'on a envers notre pays, envers notre patrie. Et j'avais envie en même temps de faire une carrière médicale pour servir l'être humain et être dans la défense. Et donc c'était un choix. Et on a la possibilité, vous avez la possibilité de faire médecine dentaire, de 3 façons différentes. Soit au niveau de l'armée, où vous passez un concours au niveau de l'école de santé militaire. Il faut avoir moins de 21 ans, être en bon état de santé générale, avoir de bonnes notes au niveau du bac, et puis passer un concours. Donc il y a un test de santé, une évaluation de la santé, et un concours écrit sur votre savoir. Vous intégrez l'armée, et quand vous intégrez l'armée, vous signez d'emblée votre engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez vos études, vous êtes déjà dans la vie active. Vous serez logé au niveau de l'école de santé militaire, vous serez nourri au niveau du réfectoire de l'école militaire, vous serez habillé par les militaires et vous aurez un salaire durant vos études. Et les études se font dans les universités, les écoles de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Et il y a le transport qui vous emmène de l'école de santé militaire à vos cours et qui vous attend. Si vous sortez à 10h, il est là à 10h. Vous sortez à 11h, il est là à 11h. Et il y a des cars pour toutes les heures. Donc vraiment, c'est une carrière où on est choyé. Mais bien entendu, je ne vous dis pas qu'après, ils viennent nous faire dodo, ils nous disent « bonne nuit les enfants ». Non, on se réveille à 6h pour faire les couleurs. Tahiyat al-alam, kulla sabah à 6h du matin. Petit déjeuner, c'est un programme très, très strict, c'est-à-dire sur le plan rigueur. Et c'est de cette rigueur dont on a besoin quand on veut évoluer. Donc j'ai fait médecine dentaire, militaire, et ensuite, à un certain moment de ma carrière, j'ai fait la zone sud, je suis partie d'Arla, je suis restée 3 ans et demi, et quand je suis rentrée, j'ai passé le concours d'assistanat, c'est-à-dire que pour devenir enseignant, on passe, à l'époque c'était un concours d'assistanat, maintenant c'est un concours de résidanat, pour faire une spécialité et pour intégrer le corps professoral. Et en même temps, j'évolue dans ma carrière universitaire. Je suis professeure de l'enseignement supérieur au sein de la faculté de médecine dentaire de Casablanca. J'espère recevoir quelques-uns d'entre vous dans cette faculté. Et je suis aussi médecin dentiste colonel, bientôt, Inch'Allah, colonel-major des Forces armées royales. C'est une belle carrière appelée à se développer, Inch'Allah, encore. Merci beaucoup, colonel. Les virus, docteur Nourdine, ils entendent parler dans les films. Est-ce que vous pouvez leur dire quelle est la particularité de cet univers en tant d'abord qu'univers de connaissances, mais aussi monde de science et de pratique? Et quel parcours ils pourraient suivre pour ceux qui seraient comme vous, passionnés de ce monde-là? Merci à vous. Pour
pour pouvoir être arrivé pas arrivé, mais déjà commencer une belle carrière en matière de virologie, il faut avoir du souffle. Je tiens avant tout à remercier mon colonel parce que ce qu'elle a dit tout à l'heure à propos de la rigueur des militaires, ça je le vis chaque jour parce que je côtoie les militaires ainsi que la gendarmerie royale dans le cadre de tous les plans de riposte contre les maladies dont vous avez entendu parler, que ce soit le SRAS, la grippe aviaire, la grippe porcine, H1N1, la crise d'Ebola qu'on a vécue ensemble et maintenant la crise Zika. On travaille étroitement avec les militaires pour faire face à ces épidémies qui pourraient menacer le pays. Et je tiens à rendre hommage à leur rigueur et à leur travail. Donc, la médecine militaire, moi, j'ai passé le concours, mais malheureusement, j'ai été recalé. Donc, ensuite, je me suis rabattu vers la médecine santé publique. J'ai réussi mon concours et j'ai eu mon doctorat en 1996. Et depuis, j'ai réorienté ma discipline vers la biologie. Les virus est un monde qui est très passionnant parce que on ne saurait pas les classifier. Ce ne sont pas des bactéries, ce sont des petits parasites qui n'ont aucune machinerie cellulaire. Ils doivent infecter une cellule, ils profitent de la cellule pour pouvoir se multiplier et donner des maladies. Alors, pour pouvoir les étudier, il faut être bien outillé. Il faut avoir de la technologie qui est totalement récente et qui est en perpétuel changement. Ce que je pourrais dire, c'est à propos de votre question concernant les études. Donc, il faut faire les études de médecine classique. Donc, moi, je les ai faites à Casablanca. Ensuite, il faut choisir le résidanat en biologie. Ça dure 5 ans. Et ensuite, on pourrait se spécialiser en bactériologie, en virologie, ou bien on peut rester médecin biologiste généraliste, donc et s'orienter ou bien vers la santé publique, travailler dans un établissement public, ou bien ouvrir son propre laboratoire et bien sûr batailler chaque jour pour que ça marche. Moi, je fais partie de l'Institut Pasteur et je suis fier de faire partie de cette institution parce que l'Institut Pasteur a été créé grâce à M. Louis Pasteur en 1885 parce qu'il a pu trouver un vaccin contre la rage. Je ne sais pas si vous connaissez la rage. Donc, grâce à cette innovation majeure, donc, toutes les technologies de vaccination par la suite ont pu être mises en place, que ce soit contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, le pneumocoque et autres, et la grippe aussi. Donc, quand il a été créé cet institut en 1885, maintenant, on en est à plus de 30 instituts de par le monde et on travaille tous en collaboration pour pouvoir répondre aux besoins de santé publique dans nos pays respectifs. Et grâce à ça, on a pu faire face à la grippe H1N1, à la grippe aviaire, Ebola. On a été sollicité 24 heures sur 24 afin d'éviter l'entrée du virus dans notre pays. On mène des travaux de recherche scientifique. Si vous êtes passionné par la recherche scientifique, peut-être que parmi vous, d'ici quelques années, il y aura certains qui vont nous créer des vaccins contre d'autres virus. Par exemple, le VIH, pour l'instant, on n'a aucun vaccin qui est vraiment efficace. J'espère que parmi vous, quelqu'un pourra trouver la voie. Il y a de la recherche appliquée sur la résistance de certains antibiotiques, sur la résistance de certains antivirus. Je ne peux pas. Les potentialités sont tellement vastes que c'est un monde qui est vraiment passionnant. Et vraiment, je ne vais pas vous vendre ça, mais moi, je suis très, très content et très heureux de faire ce métier-là. Vous voyez bien que l'univers de la virologie a cette particularité, c'est que vous traquez l'invisible et en même temps vous offrez à l'homme les conditions pour une meilleure vie. Je voudrais aussi que l'on réfléchisse avec ces Bahadi qui, en tant que pédagogue, qui a longtemps suivi des centaines d'élèves, je voudrais que l'on leur explique aujourd'hui quel intérêt un jeune qui aura le bac dans quelques mois pourrait-il avoir à faire les métiers que vous représentez. Ils ne le savent pas et souvent ils les considèrent comme de petits métiers. En quoi ces petits métiers, entre guillemets, sont en vérité de très grands métiers qui peuvent être porteurs.
Alors, c'est très simple. Je ferai un récit, si vous voulez, de mon parcours, quoique c'est différent aujourd'hui en termes de temps et en termes des opportunités vraiment d'évoluer dans la carrière. En 1975, j'avais deux possibilités, soit être instituteur, soit être infirmier. Alors, j'ai trouvé qu'il y a une tendance vers, si vous voulez, les sciences infirmières. J'ai fait la carrière infirmier, par la suite en premier cycle, en deuxième cycle en tant que, si vous voulez, lauréat de l'école de cadre, spécialité dans l'enseignement. Et par la suite, parce qu'il y a le souci vraiment d'avoir des horizons, et à l'époque, il n'y avait pas d'horizon. Donc, on stoppait à l'école de cadre. J'ai fait une petite déviation vers le management et j'ai fait le troisième cycle sur ce qu'on appelle l'INAS, l'Institut national d'administration sanitaire. Et de là, j'ai pris les responsabilités au niveau d'une institution de formation. Et pour arriver à ce stade, il fallait 20 ans. Alors, parallèlement aux offres aujourd'hui, un jeune bachelier, et vu la réforme des études en sciences infirmières et techniques de santé, nous sommes intégrés depuis, dans l'effectivité de 2013, dans le système LMD. Ça veut dire, vous choisissez un parcours universitaire au niveau de la médecine, ou même en tant qu'ingénieur, ou bien en tant qu'autre profil. Quand vous accédez aux ESPITS, aux Instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé, vous ferez une licence professionnelle avec votre choix, dans 18 choix. Et les choix, vous pouvez les faire, on peut, si vous voulez, expliquer les orientations par rapport au type de bac. Donc, après 3 années de formation, vous avez une licence professionnelle, vous travaillez au milieu professionnel et après, vous passez au master. Et après le master, qui s'installe prochainement septembre 2016 ou au plus tard septembre 2017, vous pouvez accéder aux études doctorales. Donc sur le plan perspective, il n'y a pas, comme a dit notre collègue, comme petit métier. Vous aurez jusqu'aux études doctorales. Donc là, une évolution vraiment prometteuse et une satisfaction par rapport aux candidats et candidates qui, pour une motivation intrinsèque, ou bien pour une situation à la valeur numérique du baccalauréat. Parce que généralement, les étudiants qui viennent au niveau de l'Institut, c'est ceux qui n'ont pas pu, pour la moyenne à 15, à 14, ils n'ont pas pu accéder à la faculté de médecine. Et ils peuvent s'orienter avec le même parcours pour avoir les études doctorales dans les instituts de formation, dans les professions de la santé. Donc il n'y a pas de souci de dire, j'ouvre maintenant une parenthèse, qu'un dire les études de l'infirmerie. Moi je suis infirmier dans l'ère ancienne et je suis arrivé à un stade de plafonner tant sur le plan scientificité que sur le plan niveau hiérarchique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus meilleur, avec un temps, si vous voulez, de 10 ans maximum, vous serez dans un niveau supérieur. Donc pour ceux pour lesquels les opportunités sont quelque part, il n'y avait pas de chance, je ne veux pas dire que nous sommes, si vous voulez, les conteneurs des reliquats des facultés ou bien des écoles supérieures, mais c'est un choix. Et là, si vous êtes dans ce parcours, vous serez les bienvenus, vous allez faire votre carrière en tant que citoyen marocain qui va servir vraiment la population marocaine. Si vous le permettez, Sebahadi, je voudrais rester sur ce point avec notre colonel, parce que tout à l'heure on parlait, même au niveau de l'université, du dentaire, il y a aujourd'hui la possibilité pour que des jeunes fassent des DUT. Je ne sais pas s'ils le savent, mais est-ce que vous pouvez, mon colonel, leur expliquer cela, s'il vous plaît?
Je voudrais, s'il vous plaît, d'abord revenir sur petites ou grandes études. Est-ce que, parce qu'on fait 2 ou 3 ans d'études, on fait une petite carrière, et parce qu'on fait 8 ans d'études, on fait une grande carrière? Ça n'a absolument rien à voir. On peut faire 10 ans d'études et faire une toute petite carrière, ne pas réussir. Et on peut faire des études orthoprothésistes, des études d'opticien, des études d'infirmiers, des études d'infirmiers réanimateurs. Ce sont des études qui ouvrent le potentiel de faire de petites entreprises. Et des personnes passionnées peuvent réussir. Je vais, dans ma qualité de femme, vous parler un tout petit peu d'un truc que j'ai lu pas plus tard qu'hier. Une jeune femme avait un problème avec son mari. Elle est partie voir sa grand-mère. Elle lui a dit, voilà, regarde ce qu'il m'a fait, qu'est-ce que je fais? La grand-mère, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai le temps, mais c'est important. La grand-mère a pris 3 casseroles. Elle a mis de l'eau dans les 3 casseroles. Dans la première, elle a mis des carottes. Dans la deuxième, elle a mis des œufs. Et dans la troisième, elle a mis du café moulu. Au bout de quelques minutes, elle a éteint les 3 feux. Elle a enlevé les carottes dans une assiette. Elle a mis les œufs dans une autre. Et elle a mis le café dans une tasse. Elle a dit à sa petite fille, « Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es une carotte dure? L'eau t'a radouci. Est-ce que tu es un œuf fragile, cassant, moelleux à l'intérieur? L'eau, elle t'a durci. Est-ce que tu es un café, des grains insignifiants qui ont évolué dans la même eau? Et c'est devenu une boisson rafraîchissante. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous êtes? Ne vous mettez pas de barrière. C'est ce que l'on veut devenir que l'on devient. C'est pas parce qu'on est fort au départ que c'est sûr qu'on va affronter. Regardez la carotte, elle était dure, mais elle est devenue moelleuse dans la même eau où avait évolué l'œuf, qui était fragile, qui est devenu dur. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez faire de votre vie, qui va faire que vous allez faire une belle carrière ou une petite carrière, pas les années d'études. Je voudrais aussi, comme la question qui a été posée, au niveau des études dentaires, la réforme actuelle, ce sont des études de 6 ans. Mais parallèlement à ces études de 6 ans, pour être dentiste omnipraticien, pas de spécialité encore, parallèlement à ça, on a ce qu'on appelle des DUT, des diplômes universitaires technologiques. Ces DUT sont organisés par les 2 facultés de Casablanca et de Rabat, et entre 2 et 3 ans pour les assistantes dentaires et pour les prothésistes. Vous savez que ouvrir un cabinet de prothèses dentaires, si vous êtes dans une petite entreprise bien créée, bien ficelée, ça peut aller très très loin. Et parallèlement à ça, un étudiant qui a commencé ses études en médecine dentaire et qui s'est senti bloqué dans ces études-là, par un système de passerelle, il peut aller dans la carrière de prothésiste ou de dentiste. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour faire dentaire, on peut le faire avec l'État, dans les 2 facultés. Pour le moment, on a 2 facultés, l'une à Rabat et l'autre à Casa. Et donc, vous pouvez le faire en tant que civil ou en tant que militaire. Mais vous pouvez aussi intégrer les études de médecine dentaire à travers les universités privées. Il y a maintenant l'Université internationale de Rabat, qui a une faculté dentaire. Il y a l'Université Cheikh Zayed à Rabat, qui a une faculté dentaire. Il y a l'Université Cheikh Khalifa, ici à Casa, qui ouvre une faculté dentaire privée. Il y a l'Université internationale de Marrakech, qui ouvre l'année prochaine aussi une faculté dentaire. Voilà.
Merci, colonel. Juste une information que donnait hier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui était notre invité, avec M. Khelfi, ministre de la Communication. Il disait que pour les métiers liés à la médecine, là où il y a aujourd'hui au Maroc énormément d'opportunités d'emploi, c'est le dentaire. Il donnait des chiffres. Il a donné le chiffre de 2000. C'est-à-dire qu'actuellement, on a pour cette année besoin de 2000 dentistes. Mais on ne les a pas. Donc c'est un parcours, effectivement, qui pourrait les intéresser, aussi dans une logique ou dans une démarche de lecture de ce qu'ils auront après le diplôme. Est-ce vrai ou est-ce un autre chiffre, etc. Ce que je voudrais avancer, c'est que si on a choisi cette carrière au départ, la première question qui m'a été posée, est-ce qu'il faut avoir de l'empathie, est-ce qu'il faut être humain pour faire ce métier-là? Si vous êtes dans cette catégorie, que vous avez choisi les études médicales parce que vous voulez rendre service à l'être humain, il vous sera peut-être nécessaire d'aller vous installer dans des régions où il n'y a pas de dentistes. Il est normal qu'une population ait des dentistes. Sinon, le champ est libre pour les charlatans qui ne sont pas diplômés, qui ne stérilisent pas leur matériel. Et si vous aimez votre pays, vous n'avez pas envie qu'un charlatan qui ne stérilise pas son matériel prenne en charge toute une population. Et bien entendu, notre virologue nous le dira, le virus de l'hépatite virale C, le virus du sida, si on ne stérilise pas le matériel, on utilise un instrument chez ce monsieur et on va le passer à toutes les autres personnes qui vont passer dans le cabinet. Donc on a encore beaucoup besoin de dentistes, peut-être pas dans le grand axe Casablanca, Marrakech, Rabat, mais il y a à faire. Et ce qui est extraordinaire dans les métiers médicaux, et aussi bien dans l'armée, c'est que quand vous faites vos études, vous êtes sûr à la fin d'avoir un métier, et pas quand vous faites des études et ensuite vous êtes à la recherche d'un emploi. Et lorsque vous faites médecine, ou vous êtes dans la santé publique, ou vous êtes dans le privé, ou vous êtes dans l'enseignement. Les choses sont claires. Quand vous êtes dans l'armée, je vous ai dit, vous signez d'emblée et vous commencez à évoluer dans votre carrière militaire alors que vous êtes étudiant. Monsieur Nolil, vous leur avez tout à l'heure exposé votre parcours personnel, celui d'un biologiste actuellement en exercice à l'Institut Pasteur. Mais est-ce qu'il n'y a que cette possibilité? Est-ce qu'il n'y a pas des carrières, des formations plus courtes et qui donnent naissance à des métiers qui vous accompagnent au quotidien, soit au niveau de l'Institut Pasteur, soit au niveau, par exemple, d'un biologiste qui travaillerait dans le privé ou dans une entreprise? Des bacs plus 2, des bacs plus 3 ou des licences? Il y a le métier de technicien de laboratoire, qui est un grand métier. Je pense que mon collègue saura en parler plus que moi. Mais nous avons un grand besoin de vrais techniciens de laboratoire qui sachent comment travailler dans de bonnes conditions, tout en protégeant le prélèvement sur lequel on va travailler et tout en se protégeant eux-mêmes dans les bonnes conditions de ce qu'on appelle de biosécurité. Mais c'est vrai que ce sont des postes qui nous font défaut. On a besoin de techniciens de laboratoire. Il y a certaines personnes qui trouvent que le terme technicien de laboratoire, c'est un peu péjoratif. Mais les techniciens de laboratoire, ce sont des éléments qui sont très, très importants et qui peuvent aussi, par exemple, à l'Institut Pasteur, il y a des techniciens qui ont pu s'inscrire dans des masters et épouser une carrière dans tout ce qui est recherche scientifique. Il y en a certains qui ont obtenu des doctorats. Donc, on peut toujours commencer technicien et finir docteur et faire de la recherche scientifique et améliorer ses conditions. Merci beaucoup, c'est noble. Colonel, vous avez demandé la parole. Allez-y. Oui, je voudrais juste percuter par rapport à ce besoin de techniciens de laboratoire au niveau de la faculté dentaire. On a une plateforme de recherche et on a des travaux de recherche qui bloquent complètement par absence
C'est-à-dire que ce sont des projets pour lesquels il y a des machines et des choses qui ont été achetées, qui coûtent très très cher, et que les projets n'avancent pas par le manque de ces petites mains expertes que sont les techniciens de laboratoire. Maintenant, nous leur avons dessiné globalement le cadre de notre réflexion et nous avons défini les propriétés de ce métier. Il faudrait qu'on leur dise aussi, outre l'aspect humain sur lequel nous avons insisté, qui est primordial, quelles sont les qualités scientifiques, académiques, disciplinaires, méthodiques que devrait posséder le futur bachelier qui voudrait faire médecine, pharmacie ou bien les métiers du paramédical. On commence par ce Bahadi, comme ça on refait le tour. Allez, Zizou. Alors, pour si vous voulez les caractéristiques, beaucoup plus de domaines scientifiques, il y a ce que se prépare avant, si vous voulez, d'accéder à un des choix, que ce soit au niveau de médecine, au moins au niveau de sciences infirmières techniques de santé. Vous avez un parcours au niveau de lycée. Et dès maintenant, vous avez quelques orientations suite à ce débat et aussi à la recherche d'une information complémentaire. C'est forger, c'est préparer l'itinéraire de ce parcours en excellant dans votre année terminale. Vous êtes dans votre année terminale de baccalauréat et c'est dès maintenant que ça commence, si vous voulez, à forger les orientations scientifiques, les préparations à cette dimension humaine et beaucoup plus à la préparation scientifique. Donc, travailler durant cette dernière année, si vous voulez, de baccalauréat pour décrocher un diplôme de baccalauréat avec de l'excellence, dans la mesure où les journées sont orientées dans l'excellence. Au niveau des cursus de formation offerts au niveau de l'Institut, vous avez tout ce qui est module disciplinaire, selon le choix, mais toujours il y a tout ce qui est sciences biologiques, et ce que vient de parler notre confrère, en virologie, en bactério, en microbio, tout ce que vous voulez, toutes les filières, si vous voulez, étudient ces modules-là. Il y a les modules disciplinaires, par rapport à la spécialité, vous en aurez autant, et des modules aussi sur le plan de la pratique professionnelle, sans oublier pour autant des modules transversaux en termes de langue, de communication, de sociologie, de psychologie, d'anthropologie, qui vont vous aider vraiment à remplir votre mission en tant que prestataire de soins dans, si vous voulez, toutes les dimensions nécessaires pour être vraiment un professionnel excellent. Voilà. Je voudrais, si vous le permettez, Sénolé, parce que je les connais, je suis enseignant, et je connais le profil des scientifiques, et c'est souvent de brillants élèves dans les matières scientifiques, mais qui n'accordent pas suffisamment d'importance à la formation dans le domaine des langues, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la culture générale, dans le domaine de la culture comportementale. Il faudrait, puisqu'ils ont encore du temps, leur expliquer en quoi ces aspects-là sont essentiels dans les métiers qui sont les vôtres. Je vous remercie d'avoir soulevé ce point qui est très très important, parce que dans le domaine de la science actuellement, apprendre une langue étrangère comme l'anglais et la maîtriser, c'est devenu primordial. Pour réussir dans ce domaine de la science, si on ne maîtrise pas un peu, au moins savoir lire les publications scientifiques et essayer de discuter en anglais avec des collègues, parce que quand on est dans ce domaine-là, on est amené à faire des présentations, que ce soit en présentation affichée ou bien en communication orale, dans des congrès internationaux, et la langue officielle, c'est l'anglais. Donc l'anglais, c'est très très important. Le français, d'accord, pour nous, on l'utilise comme langue ici, mais si vous voyagez à l'étranger ou si vous voulez faire une carrière dans le domaine scientifique, que ce soit en biologie ou en médecine générale ou médecine dentaire, l'anglais, c'est très important.
Donc, pour pouvoir déjà discuter avec les confrères qui travaillent dans des domaines similaires, pour pouvoir nouer des connaissances scientifiques, parce que vous savez, le monde scientifique, c'est un monde qui est très petit et très grand en même temps. Nous, on travaille sur tel virus ici, il y a quelqu'un qui travaille en Asie, à Hong Kong, un collègue qui travaille à Hong Kong, un autre aux États-Unis. Quand on se retrouve dans une conférence, on tisse des liens. Si on n'a pas l'outil linguistique pour pouvoir discuter ensemble, parce que vous savez, on fait des présentations scientifiques et tout, mais le plus important, ça se déroule durant les pauses. Les pauses café, c'est là où il y a les vraies questions qui se posent, c'est là où on peut discuter collaboration, c'est là où on peut amener une valeur ajoutée à notre travail, on peut même nouer des collaborations scientifiques, ramener un transfert technologique, ramener de l'argent, parce que pour pouvoir faire de la science, il faudrait de l'argent. Sans argent, on peut pas mener des travaux de recherche. Et tout se fait durant ces congrès ou durant ces réunions scientifiques à l'international, mais en anglais. Il faudrait absolument essayer en dehors, même si vous avez de bons cours ici au lycée, il faut travailler en dehors. Ce n'est pas suffisant, il faut toujours faire beaucoup d'efforts, et même en culture générale, parce que quand on est à table avec des scientifiques, si vous avez une bonne culture générale, scientifique et générale, vous serez toujours accroché quelqu'un, une sommité qui pourrait dire, tiens, cette personne-là, on pourrait faire quelque chose avec. Et lorsqu'il y a une soumission à appel à projet, il pensera à vous, il vous enverra un projet, il vous demandera de participer avec, et c'est comme ça, petit à petit, que vous allez faire votre place. Donc, langue, anglais et culture générale, c'est très important. Merci beaucoup, Senolil. Je voudrais compléter pour eux le profil. Et il n'y a pas mieux que vous, mon colonel, pour leur parler de deux aspects qui nous semblent essentiels dans la formation, que ce soit du biologiste, du médecin ou du pharmacien. C'est la dimension de la méthode et de la discipline. Je voudrais tout d'abord féliciter mon collègue expert en virologie. Il a parlé de la communication, mais la communication dans les congrès et parce que c'est un homme de paillasse. C'est un homme qui travaille avec le monde microscopique. Tandis que dans les métiers de médecine, on travaille avec l'être humain. Et donc la collaboration, elle est tous les jours. C'est-à-dire que moi, dentiste, je suis chirurgien, implantologiste. Lorsqu'un patient vient me voir pour une tumeur ou pour un kyste ou pour une dent de sagesse incluse ou pour poser des implants, il a peur. Il a très très peur. Et si je n'ai pas la capacité et le support psychologique que je peux apporter à mon patient dans créer une relation de confiance. Et vous n'avez pas besoin de créer la relation de confiance avec vos virus. Mais le médecin a besoin de ça. C'est-à-dire que c'est indispensable. Je dirais que pour être médecin, on a parlé tout à l'heure du savoir-être. Le savoir-être, d'abord, aimer ce que l'on fait, aimer son prochain, mais aussi savoir gérer. Savoir gérer, parce que quand on ouvre un cabinet, c'est une entreprise. Il faut savoir gérer aussi, avoir des notions de gestion, de comptabilité, de création d'entreprise, savoir gérer le côté humain. Lorsque le patient rentre dans la salle d'attente, qu'il ne s'en aille pas, et créer une chaleur, de la musique, un sourire, des couleurs, des choses, des odeurs, des choses qui peuvent retenir le patient dans la salle d'attente. Que de fois, des patients arrivent, on sait qu'ils sont installés dans la salle d'attente, on les cherche, ça y est, ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'on n'a pas de sonorité, peut-être, et qu'il y a un patient qui a dit « aïe ». L'autre, il a pris peur et il est parti. Donc, lorsqu'on crée un lieu de soins, il faut qu'il y ait un mur étanche entre la salle de soins et... donc là, c'est un détail. Mais c'est-à-dire que le médecin, il est soignant, il doit apporter le soin, donc le savoir-faire. Et ce savoir-faire, chez les dentistes, on doit être créatif. Il faut aimer faire des choses nouvelles. Quand une personne vient vous voir qu'elle a des dents abîmées, et vous devez la séduire, lui présenter comment elle va être. Et la technologie actuelle nous le permet.
On peut faire des simulations sur ordinateur. Voici comment vous êtes aujourd'hui. Et voici comment moi je peux vous emmener à être. Voici le sourire que je peux vous offrir. Mais aussi, il faut lui faire accepter la facture. Il faut avoir le potentiel de lui dire que ce que vous faites est important et que ça va lui donner un plus dans sa vie, qu'il puisse sourire sans mettre la main devant la bouche. Donc ça, ce sont des choses que vous devez apprendre en plus du savoir. Ou nous, par exemple, pour intégrer la faculté dentaire, il y a d'abord un quota de la moyenne générale, c'est un bac scientifique, et la moyenne générale du bac, on ne prend pas que les matières scientifiques. Pour le moment, on prend toute la moyenne générale du baccalauréat. Il y a le premier quota qui est fait par ordinateur, un tri par ordinateur, qui multiplie par 10 ou 12 le nombre de candidats que l'on veut prendre en première année. Et ces candidats-là, qui sont pris pour le concours, vont passer le concours d'accès. Il y a 4 matières, les mathématiques, physique, chimie et sciences naturelles. Voici les 4 matières. Et le candidat, pour le moment, il a le choix de passer soit en arabe, soit en français. Mais je vous invite à développer votre français parce que de toutes les façons, si vous choisissez de faire des études médicales, c'est en français que vous allez faire vos études. Donc autant mettre les bouchées doubles. Bien sûr, l'anglais est important. Mon collègue vient de le souligner. C'est important dans la communication, mais c'est important aussi dans la formation. C'est-à-dire que quand vous voulez être à la pointe de la technologie, tout ce qui se fait en premier est en anglais. C'est-à-dire que les lectures, quand vous voulez faire des lectures critiques d'articles et tout ça, il faut maîtriser la langue internationale de publication qui est l'anglais. Et cet outil va vous porter loin. Parce que nous assurons la formation du médecin ou du médecin dentiste quand il sort la formation primaire. Mais après, c'est au médecin de faire sa carrière. Et on a des exemples de personnes qui étaient majors de promotion et qui ont chuté après, et des personnes qui n'étaient pas excellentes et qui ont fait de brillantes carrières. Celles qui ont fait les brillantes carrières, elles ont l'outil informatique, l'outil communication, l'outil création d'entreprise, l'outil relationnel qui les a rendus supérieurs à ceux qui étaient supérieurs au niveau du savoir. Parce que le savoir, si on met une pyramide, il y a le savoir absolu où tout le monde peut atteindre, et il y a le savoir, par exemple, quand un patient vient vous voir, il va vous dire j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai pas dormi. Et il faut que vous réunissiez les différentes informations qu'il vous a données et vous réfléchiez à un diagnostic. Ensuite, vous dites il a besoin d'un examen biologique. Pourquoi je vais demander cet examen biologique? Parce que j'ai pensé à ceci. Donc il y a des diagnostics au départ qui sont évoqués. Et ensuite, au fur et à mesure, vous montez dans le savoir, vous créez des communications entre les neurones. On n'est plus dans le savoir absolu, on est dans un mode où on va mettre tous nos savoirs les uns à côté des autres pour faire un diagnostic, pour choisir une thérapeutique, mais aussi pour faire adhérer votre patient à la thérapeutique que vous avez choisie. Il faut que vous soyez crédible. Il faut que le patient que vous avez en face de vous vous fasse confiance. Et pour qu'il puisse vous faire confiance, ce n'est pas votre savoir, mais c'est votre personnalité qui va jouer la différence. Merci, colonel. Je crois que c'est Nourlil a des choses à ajouter sur le même thème. Allez-y. Oui, juste par complément, tout à l'heure, on avait parlé des métiers qui tournent autour de la médecine. Donc, on a vu le corps paramédical, les médecins généralistes, spécialistes, dentaires. Mais on a oublié un métier qui est très important, en tout cas, que ce soit pour le laboratoire ou pour les analyses radiologiques, c'est les ingénieurs. Pour les machines sur lesquelles on travaille. On a beau avoir de beaux séquenceurs qui coûtent 1 million, 2 millions de dirhams.
On a beau avoir des machines PCR qui nous permettent d'avoir un diagnostic ultra rapide en 1 heure, 1 heure et demie, sophistiqué, mais si jamais cette machine tombe en panne, tout est bousillé. Donc malheureusement, notre pays manque en ingénieurs de services après-vente, des ingénieurs applicatifs qui travaillent dans des sociétés, mais malheureusement, ils sont très peu nombreux. Donc c'est une catégorie de profession qu'il faut absolument, pour les gens qui sont orientés ou bien attirés par tout ce qui est technologique, informatique et bioingénierie, c'est très important aussi. Ça, je remercie Sénolil parce que ça nous fait une belle transition. C'est de ça que je voulais vraiment vous inviter tous les trois à nous parler. Ces métiers ont énormément changé sous l'impulsion des nouvelles technologies. Je voudrais vraiment qu'on s'arrête un moment sur ça, sur ce que vous avez initié comme réflexion. Qu'est-ce qu'il faut vraiment aujourd'hui intégrer dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la culture technique et technologique pour pouvoir, par la suite, si on a envie d'aller au-delà du métier et de faire, par exemple, de la recherche, quelles sont les bases qu'un bachelier devrait avoir quand il possède un bac pour qu'il puisse construire par la suite sur cette base et arriver, par exemple, au niveau qui est le vôtre à vous trois? Est-ce que vous pouvez, puisque c'était le sujet que vous avez initié, leur donner des exemples concrets pour qu'ils puissent savoir ce qu'aujourd'hui ils peuvent développer comme aptitude pour s'inscrire dans cette logique d'évolution qui les attendra par la suite? Je ne suis pas expert dans tout ce qui est ingénierie, mais je pense qu'il faut avoir une base en physique, en électronique et en informatique pour pouvoir avoir les outils nécessaires pour être dans ce domaine. Mais j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a des métiers aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire de l'ingénierie et après venir vous accompagner, vous trois, dans les métiers qui sont les vôtres? Ou bien est-ce qu'il y a des métiers auxquels ils peuvent être formés au niveau des structures que vous représentez qui sont liées au métier de la santé? Donc c'est ça la question. Est-ce que, bien sûr, il y a d'autres métiers qui peuvent collaborer avec les vôtres et ces étudiants seront formés ailleurs, et peut-être qu'il y a aujourd'hui, au niveau des universités, des écoles spécialisées, la possibilité pour qu'on s'inscrive dès le départ dans une orientation technologique ou dans une application informatique au métier de la santé. C'est la question à laquelle je voudrais que vous répondiez, colonel, si c'est possible. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je vais commencer. Vous me direz, vous m'orienterez. D'abord, on a parlé de l'assistante. On a besoin d'une assistante. Elles peuvent être formées aussi bien dans les instituts qu'au niveau de la faculté. On a besoin du prothésiste avec lequel, par exemple, quand je veux faire une prothèse, moi je l'imagine et lui il la réalise. On a besoin au niveau de la recherche à la faculté, aussi dans la formation des médecins dentistes. On n'a pas que des médecins dentistes qui vous forment, ce ne sont pas que des enseignants médecins. On a des enseignants qui sont dans les matières fondamentales, des mathématiciens, des physiciens, qui par exemple qui vont parler de la biophysique. C'est-à-dire tout le matériel qu'on utilise, les matériaux que l'on mélange pour les empreintes, les matériaux que l'on utilise pour les dents, pour bien intégrer ces informations, les étudiants sont formés par des biophysiciens. On a des virologues, on a des docteurs en sciences. Ce ne sont pas des médecins, ils ont fait la faculté de sciences et ils ont évolué avec master, doctorat et ils sont devenus enseignants à la faculté dentaire. Ils enseignent les matières fondamentales. J'ai répondu à la question? Oui, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est excellent comme réponse. Il y a peut-être aussi un autre aspect de l'intégration aujourd'hui dans vos métiers de compétences très pointues en technologie. Et est-ce qu'on les a au Maroc?
Et la réponse, si la réponse est affirmative, dans quelles structures peuvent-ils être formés à ça? Tout à l'heure, on a parlé du manque par rapport aux techniciens de laboratoire. D'accord. Ouais, parce que ça, c'est un manque partout. Dans toutes les structures de recherche, il y a un manque absolu. Et notre invité a aussi insisté sur le fait que ce ne sont pas des petites carrières. Ce sont des personnes qui peuvent commencer comme ça, mais on peut, dans le système LMD, on commence par la licence, master, doctorat. Et on peut atteindre des sommets. C'est celui qui ne veut pas avancer qui recule. Parce que dans les métiers, dans n'importe quel métier, vous faites une première formation et ensuite c'est à vous de vous projeter loin ou de rester là où on vous a laissé. Donc, voilà. Merci, colonel. Je donne la parole à Seba Hadi. Et pour ne pas les laisser dans l'attitude qui est la leur pour le moment d'écoute, je vais tout de suite après vous ouvrir la phase des questions. Comme ça, on les fera intervenir. Peut-être, je sais qu'ils ont énormément de questions. Je les vois écrire. Et il me faut au moins une vingtaine. Okay. Allez-y, Seba. Seulement pour complément de ce que viennent de dire mes collègues par rapport, si vous voulez, à cette technologie d'information et de communication et que les jeunes maintenant ont comme un outil qu'ils utilisent presque, je risque de dire 24 sur 24. Ils sont branchés dans cette technologie. La réflexion que je peux, si vous voulez, partager avec vous comme terme d'orientation, c'est concentrez-vous, puisque vous êtes maintenant à un stade de réflexion pour une prise de décision à un des métiers de la santé, de réserver un temps pour développer vos capacités à faire de la recherche scientifique, bon, pas de la recherche vraiment scientifique, mais la recherche de domaine que vous allez choisir en étant sur cette technologie d'information et de communication. Créer des forums entre vous, parler de ces métiers, échanger, et comme ça, vous allez développer vos capacités vraiment d'intégration de cet outil au bon escient. La deuxième réflexion, c'est que ce soit au niveau des facultés de médecine ou bien au niveau des instituts, au moins pour nous, nous sommes en train de développer des plateformes en termes, si vous voulez, de technologie d'information et de communication, notamment l'enseignement à distance. Vous serez étudiant et vous aurez à partager des cours avec vos professeurs à distance. Et comme ça, c'est une révolution, j'ose dire, au niveau des méthodes d'enseignement-apprentissage. Ne pas être toujours en classe, mais réaliser vos activités, réaliser vos exercices, apprendre en étant chez soi, en étant dans un café ou en étant ailleurs. La deuxième chose, le système de santé, il est en train de s'orienter vers l'utilisation de cette technologie. Une fois lauréat, ou même durant le stage, vous trouvez au niveau des structures cette information médicale qui se développe, que ce soit en échangeant avec les structures de laboratoire, avec les structures de pharmacie, avec le médecin traitant, sur les données concernant les patients. Donc, le système de santé, il se développe en utilisant cette méthodologie d'information et de communication, pas en papier, dans le virtuel, et ça optimise le temps de prise de décision, de diagnostic et de thérapie. Donc, préparez-vous vraiment à développer vos capacités en termes de communication, d'information, dans ce mode qui est vraiment très, très attrayant et très prometteur. Voilà. Merci, Seba Hadi. Donc voilà, vous êtes dans ce forum, non pas pour nous écouter, mais pour nous poser des questions, parce que nous sommes là pour répondre à vos interrogations et vous donner des conseils. Je fais passer dans la salle le micro. Je vois déjà des mains. C'est Khalid, est-ce que c'est possible? Merci. Bonjour, je me présente, je suis Ibn Kalani Youssef, terminal PCA El Bilia.
Alors, on remarque que dans certains pays étrangers, notamment ceux de l'Union européenne, on accorde une très grande importance à la recherche médicale, alors qu'ici, on n'y accorde pas une telle importance. Alors d'abord, pourquoi on ne consacre pas un plus grand budget à ce domaine de recherche scientifique? Et pourquoi on trouve malheureusement un grand nombre de médecins marocains à qui cette soi-disant notion de recherche n'a pas vraiment été inculquée lors de leur cursus universitaire? Merci. Bonjour, je m'appelle Zineb, je suis en terminale PC. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est en suivant la formation de pharmacie. Est-ce que vous pouvez me permettre juste une petite chose, Abinti? Parce que je voudrais, dans les conférences, pour vous tous, quand vous prenez la parole, remerciez ces gens-là. L'art alaikum. Remerciez-les. C'est un dimanche. Je voudrais le faire, mais je croyais qu'il n'y a pas de temps. C'est un dimanche, ils ont laissé leur famille et tout, ils sont là pour vous. Commencez par les remercier. C'est bien. C'est comme ça que vous allez devenir médecin, Inch'Allah, parce que vous allez apprendre l'essentiel dans une vie. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, l'humain. Mais c'est pas juste pour vous, mais pour tout le monde. Oui, je sais, mais je croyais qu'il n'y a pas de temps assez Allez, on reprend. Allez, on reprend. Si vous avez tout le temps pour nous les remercier. Allez, l'ardalik, on y va. Alors, au début, je vous remercie pour assister à ce forum-là. J'ai l'honneur d'assister à ce forum-là devant vous, mais non, c'est bien, s'il vous plaît, sincèrement, vraiment, car vous êtes des profils idoles qu'on peut prendre comme idoles, vraiment. Merci. La première question, c'était en suivant la formation de pharmacien, est-ce qu'on a juste la possibilité d'ouvrir une pharmacie privée, ou bien on a d'autres possibilités, par exemple de créer une entreprise d'industrie pharmaceutique, ou bien comme ça. La deuxième question, c'est à vous, mon colonel, comme étant une femme, comment vous avez réussi votre vie professionnelle, qui est très remarquable, masha'Allah, et votre vie personnelle? Merci. Bonjour, je vous remercie infiniment pour être venu aujourd'hui, d'avoir gaspillé ce dimanche matin à nous aider et vous êtes gentil. Nous donner... poursuivez. Ce n'est pas du gaspillage. Non, ils l'ont pas gaspillé, ils l'ont pas du tout gaspillé, ils l'ont mis à votre service. Voilà, consacré. Allez-y, Abinti. Et nous avoir donné autant d'informations et montrer qu'est-ce qu'on peut faire de notre futur, nous qui sommes si perdus dans la vie. J'ai deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est à propos des concours dans la médecine. Est-ce qu'on va toujours les passer ou est-ce qu'ils sont annulés? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui permet aux étudiants de médecine de tenir aussi longtemps dans leurs études? C'est bon, merci. Merci à vous, Abinti. On arrête là pour vous permettre à nos invités de répondre à vos questions. Je les reprends pour synthétiser, juste à titre de rappel. Donc une première question porte sur la recherche médicale. Quel est le budget, si vous avez une idée, qui est alloué à la recherche et pourquoi effectivement il n'y a pas de culture de la recherche médicale chez les élèves, les étudiants qui sont dans les facultés ou les universités de médecine. La deuxième question porte sur les options qui s'offrent aux pharmaciens. Est-ce qu'il a juste la possibilité d'ouvrir l'officine ou bien est-ce qu'il peut être créateur et porteur d'entreprise? La troisième vous concerne, quoique je ne sois pas d'accord avec cela. Il faudrait peut-être poser aussi aux hommes comment ils ont pu faire les deux, d'accord? Comment avez-vous eu et surtout réussi ce magnifique parcours? J'ai du mal à la dire parce que je n'aime pas ce type de questions, notamment quand elles s'adressent aux femmes, tout en étant une femme et une mère de famille. Dernière question, concernant effectivement les concours. Est-ce qu'ils sont annulés? Est-ce qu'il n'y a plus de concours? Ou est-ce qu'il y a des modifications, des changements, des réformes? Et la même personne pose une question sur comment peut-on tenir, quand on est un élève, des études aussi longues. Voilà.
Vous choisissez, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, colonel. Hein. Je commencerai par celle de la recherche. Il est certain que pendant le cursus universitaire, on ne met pas la recherche en avant parce qu'on estime que l'étudiant a besoin de la formation primaire. Parce que pour faire de la recherche, d'abord, on se forme et ensuite, on a l'esprit d'autocritique, de critique qui nous pousse à faire de la recherche. Il est certain qu'au niveau du cursus primaire, ce n'est pas une priorité. Mais pour les spécialités, oui. À partir du moment où l'étudiant s'inscrit dans une carrière de spécialité, et d'autant plus si c'est une carrière hospitalo-universitaire, dans ce cas-là, on est obligé de mettre la recherche en avant. Il y a beaucoup d'argent qui a été alloué à la recherche. Mais comme on dit, les chercheurs qui cherchent, on les trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on les cherche. Donc il y a vraiment un souci quant à l'implication de tout un chacun dans le domaine de la recherche. Je vous donne l'exemple de la faculté de médecine dentaire de Casa, mais j'ai aussi exercé pendant 10 ans dans la faculté de Rabat. Je suis diplômée de Rabat et j'ai exercé à Rabat avant de suivre mon mari à Casa. Donc, la recherche, on en met maintenant. Maintenant, le doyen est catégorique, le président d'université est catégorique. Il faut absolument que la recherche évolue dans notre pays. Parce que toute université, partout dans le monde, a son poids national et international à travers sa recherche. C'est-à-dire que ce sont les articles publiés qui ont un impact factor qui font que cette université est reconnue ou ne l'est pas. Et maintenant, il y a des moyens qui ont été alloués. Il y a pas mal de projets qui sont en cours. Mais, et d'ailleurs, la fonction d'enseignant, on dit enseignant-chercheur. Et un médecin, un enseignant, il est payé tout aussi bien par le ministère de l'Enseignement supérieur que par le ministère de la Santé. Et dans le salaire, il y a 3 tiers. Il y a le tiers santé, il y a le tiers enseignement, il y a le tiers recherche. Obligé. Et on est dans l'obligation, alors que ça devrait être une passion. C'est-à-dire que tous les enseignants sont obligés d'être partenaires dans une structure de recherche. Obligés. Peut-on obliger quelqu'un à faire quelque chose? Personnellement, je dis que la recherche reste une passion. Et quand je veux faire de la recherche, actuellement, je suis sur un projet avec l'Institut Pasteur, avec le professeur Mehachi, à la recherche de l'Helicobacter pylori, qui existe au niveau gastrique et qui, paraît-il, la cavité buccale serait un endroit où dans les poches parodontales, l'hélicobactère se cacherait et viendrait réinfecter après guérison au niveau... Donc, il faut être passionné pour faire la recherche. Quand on n'a pas la passion, on ne peut pas aller... Je me dis que dans n'importe quelle carrière, il faut être passionné. Je répondrai à la question qui m'est destinée. Comment on dit qu'une femme ou un homme réussit sa vie et non pas réussit sa carrière. Parce que réussir la carrière toute seule, ce n'est pas réussir sa vie. La carrière n'est qu'une partie de... Et puis, on a besoin de support l'un pour l'autre. Moi, je me suis mariée en 4e année. En 4e année de médecine, je me suis mariée. Et lorsque lui, il a des examens, moi, je prends tout le poids de la famille. Et lorsque moi, j'ai des examens, il prend tout le poids de la famille. Merci. Une très belle réponse. Hein. Paritaire. Sénor Lille, vous choisissez ce qui vous intéresse dans les questions posées. Je vais essayer de répondre. Peut-être que je vais répondre aux 3 en même temps, mais on verra. Donc, comme l'a dit mon colonel, donc il y a, dans les formations médicales, on essaie
d'avoir le bagage minimum, maximum dans tout ce qui est médical, vraiment pour pouvoir soigner les patients, pour pouvoir donner un diagnostic et analyser selon ce qu'on a appris à l'université pour soulager les patients et les aider. Mais rien n'empêche qu'après, dans les universités, quand on épouse une carrière d'enseignant, on est enseignant-chercheur. Et c'est là où on peut trouver de l'argent. L'enseignement supérieur, comme l'a dit mon colonel, il y a de l'argent pour l'enseignement supérieur. Peut-être pas pour le ministère de la Santé, mais le ministère de l'Enseignement, il y a de l'argent. Il suffit de soumettre, il y a des appels à projets. Il faut soumettre un projet qui soit viable et qui apporte quelque chose en matière, que ce soit en santé publique ou physique ou autre chose. Mais il y a, par exemple, il y a le Centre national de recherche scientifique qui brasse beaucoup d'argent, ils font beaucoup d'études. Même nous, à l'Institut, on soumissionne à des appels à projets pour pouvoir avoir de l'argent et travailler dans ce sens-là. Je vais parler de l'Institut Pasteur, mais bon, tant pis. À l'Institut Pasteur, on fait beaucoup de recherche scientifique parce qu'on a une vocation de diagnostic clinique de routine. Donc, on reçoit chaque jour des patients pour donner un diagnostic. On a une vocation de santé publique. On travaille avec le ministère de la Santé dans le cadre des programmes nationaux, que ce soit de lutte contre les diarrhées, contre la tuberculose, contre les maladies transmissibles. Donc là, on apporte notre expertise. Contre les virus émergents dont j'ai parlé tout à l'heure, on apporte notre expertise. Mais en même temps, on est obligé de faire de la recherche parce que l'Institut a été créé pour ça. Donc, recherche scientifique, Madame Dré a montré l'exemple d'Helicobacter pylori. On travaille avec pratiquement toutes les universités, surtout à Casa, à Rabat. J'ai eu l'occasion de travailler avec un collègue à vous dans la médecine dentaire à Rabat sur tout ce qui est cytomégalovirus et herpès dans les pathologies gingivales. On travaille beaucoup avec les universités qui nous envoient des étudiants pour les encadrer dans le cadre de projets. Donc on a travaillé sur la rage, on a travaillé sur la grippe. Ça, en ne parlant que de mon laboratoire, mais il y a plusieurs laboratoires qui travaillent dans différentes thématiques. Et cet argent-là, donc il est cofinancé par l'Institut, par le réseau des instituts, par l'Organisation mondiale de la santé, par des fondations privées comme Melinda et Bill Gates, comme l'UNICEF, comme il y a plusieurs bailleurs de fonds. Il faut savoir aller les chercher. Et c'est en travaillant en collaboration, c'est pas en étant dans un petit coin, on va avoir il faut travailler en collaboration, les universités avec les instituts, on forme une force et on fait un appel, on soumission un appel à projet et comme ça on peut décrocher de l'argent. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent pour la recherche, donc on ne fait pas de recherche. Il faut les séduire, il faut aller chercher cet argent parce que sinon l'argent ne viendra pas. Et comme le ministère de la Santé, il a beaucoup de soucis, il a d'autres chats à fouetter. Donc, il faut savoir un peu se débrouiller. Donc, pour la question concernant comment tenir, bon, ça rejoint à la motivation. Mademoiselle a parlé des études médicales. Donc, il faut avoir, je l'ai dit au tout début, il faut avoir le souffle parce que c'est au minimum 7 ans, 8 ans. Plus, si vous voulez faire de la spécialité, c'est 5 ans plus selon les spécialités, 4 ou 5 ans. Ensuite, il y a d'autres diplômes qu'on peut avoir par la suite, 1 année ou 2 ans. Donc, il faut être très motivé, ne pas dire que je vais faire mes études médicales et partir travailler, je vais ramener de l'argent ou un truc comme ça. Non. Si on est motivé, on ne pense pas à l'argent. On pense à ce qu'on va faire et on réussit sa carrière et sa vie. Donc ça, c'est le plus important. Pour l'industrie pharmaceutique, pour tout ce qui est pharmacien, je ne me rappelle pas qui a posé la question, mais on peut aller vers le secteur public ou le secteur privé. Le secteur public, il y a les hôpitaux du ministère de la Santé. On peut être pharmacien responsable de la gestion du stock de médicaments, de la gestion de la pharmacie en général. On peut travailler dans une clinique privée aussi pour gérer le stock pharmaceutique. On peut travailler dans la direction des médicaments qui est à Rabat et qui donne les autorisations pour la commercialisation, l'autorisation de mise sur le marché de tous les médicaments qui sont commercialisés au Maroc. Donc là, il faut être un pharmacien, il y a étude de dossier, c'est une éventualité. On peut également travailler dans des instituts, comme notre institut, on a 3 pharmaciens, parce qu'il faut suivre, nous, on importe des vaccins et on les commercialise. Donc on a une obligation, on doit être habilité à importer et vendre ces vaccins. Donc on a 3 pharmaciennes, l'une qui gère le stock, l'une qui s'occupe de tout ce qui est réglementation et industrie et autorisation. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette... Si vous permettez, pour la pharmacie, il y a 3 catégories. Il y a le pharmacien biologiste,
on peut être pharmacien industrie, c'est-à-dire à la fin, à la 5e année, on se spécialise. Soit on est pharmacien et on va avoir un commerce et vendre des médicaments ou travailler avec le titre de pharmacien, soit on est pharmacien biologiste et on rajoute des années d'études, ou bien pharmacie d'industrie, et c'est dans ce cas-là. Donc il y a 3 spécialités. Merci colonel. Seba Hadi, c'est les questions qui vous intéressent dans la série qui a été posée. Seulement, si vous laissez pour parler un petit peu de la recherche, bon, notre ami a fait allusion au budget et la recherche. C'est vrai, la recherche en laboratoire, et comme les exemples cités par les professeurs, il y a un autre type, si vous voulez, de recherche qui ne nécessite pas assez d'argent. Alors, si on développe chez le lauréat une méthodologie de questionnement, il a bien dit notre colonel, le questionnement de nos pratiques professionnelles. Si l'équipe médicale et paramédicale questionne les pratiques qu'ils font à chaque jour, c'est-à-dire c'est une auto-évaluation de nos pratiques. Comment je fais le soin? Est-ce que la dimension humaine elle est présente? Est-ce que l'étude des comportements, si vous voulez, vis-à-vis des clients, elle est faite? Si on est dans une démarche de convaincre une population de femmes enceintes à développer une attitude de prise en charge de leur grossesse saine pour qu'ils accouchent sainement et pour que le nouveau-né soit sain. Et là, ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. Si le praticien, lui, c'est la sage-femme, avec le gynécologue, avec l'équipe, si vous voulez, soignante, ils vont faire l'analyse de leur pratique professionnelle. Pourquoi il y a cet incident critique? Pourquoi on n'a pas pris en charge, si vous voulez, une parturiente, une femme enceinte d'une manière appropriée? Pourquoi un diabétique n'a pas suivi son régime d'une manière appropriée? Ça ne nécessite pas d'argent. Ce sont des questions qu'on pose à nous-mêmes et qu'on peut poser à la population qui prend, si vous voulez, les orientations médicales, thérapeutiques, et on réajuste. Et maintenant, ce qui est beaucoup plus suscité, c'est comment, si vous voulez, prendre en charge la population dans la dimension qualité. Et là, elle est à notre portée. Et qu'est-ce qu'on donne dans le cursus de formation? C'est ce qu'on appelle un module méthodologie à la recherche. Si vous avez la méthode, vous pouvez vraiment questionner vos pratiques professionnelles et améliorer la prestation de santé. J'ajouterai un mot par rapport, si vous voulez, qu'est-ce qu'a fait que notre colonel a excellé dans sa carrière. C'est aimer. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez entretenir cet amour. Vous aimez une fleur, vous aimez une plante, vous l'irriguez, vous l'entretenez, vous faites tout le ceci, et vous ne serez pas dans une attitude de lassitude pour laisser la plante mourir. Donc aimer, c'est vraiment une des clés pour exceller dans ce que vous faites dans votre carrière. Merci beaucoup, Seba Hadi. Donc nous avons encore la possibilité de prendre 2 questions, pas plus. Parce qu'il faut qu'on libère la salle pour l'événement organisé une demi-heure après. Je vous rappelle une chose, c'est que parallèlement au forum de l'orientation physique, les 2 jours, vous avez le forum de l'orientation virtuelle, où vous pouvez poser toutes vos questions via Internet et vous aurez la réponse d'un expert. Si vous posez une question sur la pharmacie, on fera intervenir quelqu'un qui est pharmacien, médecine, un médecin, etc. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas que vous avez cette possibilité. D'abord, je vous remercie pour ces informations que vous nous offrez. Et je voulais poser une petite question. Mais essayez d'aller rapprocher un peu le... La colonel, alors, est-ce que vous trouvez que le fait d'être médecin ne vous laisse pas assez de temps consacré à votre propre vie, votre famille, vos enfants? Et cela ne vous crée pas un stress en essayant d'équilibrer entre votre métier et votre vie personnelle? Quelle est la clé de la réussite que vous pouvez me proposer, s'il vous plaît? On va
on va supposer que votre question a déjà obtenu une réponse, parce que c'était absolument la même question que tout à l'heure, comment elle pouvait concilier entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle a déjà répondu à votre question. On prend une autre question. Monsieur là-bas, s'il vous plaît. D'accord. Premièrement, Elle a déjà répondu. Premièrement, je tiens à vous remercier de votre présence. Je m'appelle Amil Abi de l'école Khawarizmi. Je suis en terminale, deuxième bac sciences maths B, où l'SVT est remplacé par l'ingénierie. Ma question est la suivante. N'étudiant pas l'SVT, est-ce possible d'intégrer la faculté de médecine générale? Si oui, est-ce qu'il y a des seuils d'admission selon les branches? Merci. C'est très technique. Est-ce que vous avez une réponse, s'il vous plaît? C'est que les sciences maths peuvent passer le concours. Il y a une présélection, sur dossier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Une présélection par ordinateur à travers les moyennes générales. Et ensuite, il y a le concours. Donc il y a la présélection et après la présélection, il y a le concours. Là, tout à l'heure, notre colonel avait très bien détaillé le processus. On prend une dernière question, s'il vous plaît. Qui a le micro? Allez-y, mademoiselle. Je suis une étudiante bachelier terminale de sciences physiques. Je vous remercie pour votre présence et je veux vous questionner. On sait que cette année, c'est la première année où les bacheliers ont eu la possibilité d'intégrer la pharmacie directement après avoir leur bac. Alors je vous questionne, est-ce que ces derniers eu le même système d'enseignement que les étudiants qui ont déjà étudié 2 ans dans l'université et ils ont intégré la pharmacie? Si j'ai bien compris, est-ce que la nouvelle formule, les nouveaux élèves vont suivre le même cursus? D'accord. La vérité, je n'ai pas vraiment la réponse à votre question. Je sais que cette année, on ne prend plus les gens qui ont une licence. Au début, ils les intégraient en 3e année lorsqu'ils avaient une licence en sciences. Et la réforme a fait qu'il vaut mieux qu'ils commencent leur carrière plus concentrée sur la pharmacie. Parce qu'en faisant d'abord une licence, ils avaient des matières dont ils n'avaient plus besoin par la suite. Donc c'est un redressement et qui va dans le bon sens. Voilà, donc je suis vraiment désolé, Oulidati. Je sais que vous avez des questions, malheureusement, le temps nous prend. Attendez. Allez, on a encore un petit moment, on va vous le réserver. Allez-y. Merci beaucoup. Avant toute chose, j'aimerais bien sûr vous remercier infiniment de faire don de vos connaissances avec nous en ce dimanche. J'ai 2 toutes petites questions à vous poser. Votre nom Hlozine, pardon, je suis de El Bilia. Tout d'abord, moi, personnellement, de grands professeurs en médecine, bien évidemment, me disent que la médecine au Maroc est reconnue à l'étranger, que c'est une très bonne formation, en tout cas au Maroc. Maintenant, d'un autre côté, je trouve des classements de médecine dans le monde arabe qui classent la médecine, en tout cas la faculté de médecine de Casa, dernière dans le classement et qui dit que la médecine en général au Maroc a beaucoup régressé dernièrement. Donc ma question est la suivante. Quel est concrètement l'état de la médecine au Maroc? Maintenant, la deuxième question. Donc, de nos jours, on voit souvent que des métiers sont vite remplacés par des machines contrôlées uniquement par des techniciens, etc. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que la médecine va être concernée par cette disparition d'emplois? Est-ce qu'un jour, les techniciens vont remplacer, les machines vont remplacer la médecine et les médecins? Merci beaucoup. Merci à vous. Très pertinent. Très pertinente question. Je réponds à la deuxième. Est-ce que la médecine, le médecin peut être remplacé par une machine? Jamais. Parce que c'est l'homme qui fait la machine et non pas le contraire. Et même si cette machine va nous donner un diagnostic, il faut que le médecin décèle les signes cliniques.
la sémiologie clinique, la sémiologie radiologique, et qu'il les donne à la machine pour qu'elle analyse et qu'elle lui donne un diagnostic. Je ne pense pas que notre métier serait un jour... Vous m'avez dit qu'est-ce que vaut la médecine dentaire aujourd'hui. Tout à l'heure, la médecine en général. La médecine marocaine se porte très, très, très bien. Les lauréats des facultés de médecine de Casa et de Rabat, quand ils vont passer des concours à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, en France, ils excellent. Nous avons une formation de base excellente. Pourquoi il n'y a pas de reconnaissance? Parce que les moteurs de recherche sont en anglais, d'abord. Et d'autre part, c'est la recherche. Tout à l'heure, j'ai parlé des publications avec impact factor. Vous ne comprenez pas peut-être ce terme. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui reconnaissent les publications, la valeur. Ils donnent des valeurs aux différentes publications. Sauf qu'ils sont tous en anglais et que les Marocains publient en français. On ne publie pas souvent en anglais, pour avoir un impact factor et pour être reconnu à l'international. En répondant à votre camarade tout à l'heure qui parlait de la recherche, je lui ai dit que la politique actuelle de Sa Majesté le Roi, Allah Yansar, c'est de promouvoir la recherche. Promouvoir la recherche pour augmenter le nombre de publications à impact factor important pour qu'il y ait une visibilité de nos universités. Mais concrètement, je suis, et je vous le dis avec le sourire et en vous regardant dans les yeux, la médecine au Maroc se porte très très bien. Très belle formule pour finir cette très belle table ronde que vous avez rendue intéressante, humaine et profonde. Merci à vous. Vous avez été un magnifique public. Vos questions étaient très pertinentes, très précises. On aurait aimé vous donner davantage de temps. Je voudrais donc, avant de finir, remercier nos invités en votre nom. Et vous souhaitez une belle réussite déjà cette année et pour votre carrière, et comme le disaient tous nos invités, essentiellement et surtout pour votre vie. Merci beaucoup. Bonne chance.